Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Ici, pas de consensus forcé, ni de réponse préfabriquée. On questionne, on analyse, on propose. Rémi Villemure et Karima Brick confrontent l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemure, là où les débats d'idées prennent toute la place. Bonjour Karima. Bonjour Rémi. Jeudi 16 juillet. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé un 16 juillet 1968? Ah, tu vas nous le dire, ça? Non. Non, même pas. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Ah, Non, bon, j'aime là... ça faire ça. On a un cas est interrompu. On attend ça. Le monde sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ça fait bien des affaires. Là. Mais en tout cas, il va se passer bien des affaires aujourd'hui. Puis beaucoup de sujets, je pense, qui vont faire réagir. On va parler avec Claude Meunier quand même tout à l'heure, parce que on sait que Juste pour rire va rendre hommage. Hein, ça va rentrer au temple de la renommée, de l'humour. Cette aventure incroyable de la petite vie, ces rendez-vous télévisuels, culturels, j'allais dire même sociétaux presque. C'est ces moments-là qui nous rassemblent comme société. On en a de moins en moins. On s'en parlait avant l'émission. On disait, y a-t-il des choses qui nous rassemblent? Oui, on aime chialer sur le bye-bye, le lendemain du bye-bye. Ça rassemble beaucoup, beaucoup de monde, mais il n'y a pas tant de choses. Puis la petite vie, même après tant d'années, tu sais, les reprises de la petite vie, ça fait plus que bien des émissions de nouveautés ou quoi que ce soit. Donc, on va parler avec Claude Meunier, qui a eu quand même, tu sais, il doit avoir des sentiments un peu partagés parce que la perte de son ami, Marc Messier, et en même temps, cette réjouissance-là, cette reconnaissance-là, on voit que le public a toujours envie d'y aller. Tu sais, ils ont vendu les billets pour le spectacle, là, ça s'est fait en 2 jours, là, je pense. Donc, bref, ces moments-là, ces grands rendez-vous, la petite vie, toi, ça t'a-tu marqué? Écoute, moi, sur le coup, c'est-à-dire quand j'ai vu pour la première fois des images de la petite vie, j'étais pas sûr de comprendre exactement c'était quoi l'univers. Bon, je pense que c'est le cas de plusieurs personnes, mais ça a pris quand même un bon moment. D'ailleurs, on va en parler avec lui tantôt parce que je pense que c'est pas tout le monde que ça a pris 2-3 épisodes seulement pour comprendre un petit peu. Ça a été long. Je me suis essayé longtemps. Et à un moment donné, j'ai acheté un livre. Et dans ce livre-là, il y avait toute la version presque philosophique des textes. C'est-à-dire, Claude Meunier s'est intéressé à ses propres textes avec un peu plus d'auteur d'esprit qu'il ne semblait l'avoir fait en écrivant les textes en soi. Puis là, tu faisais « Wow, OK, c'est vraiment quelqu'un qui avait un message à passer. » Il y avait des messages dans cette série-là. Tu sais. Bien, en fait... on lui demandera. Mais oui, il y avait des messages, mais moi, j'ai l'impression qu'il a touché une corde sensible, tu sais, de l'identité québécoise, mais à travers l'humour, à travers l'absurde, puis les personnages qui correspondaient justement à des sortes d'archétypes qu'on peut retrouver, finalement, au Québec. Donc, ça se fait sous le coup, effectivement, de l'humour, mais il y avait ces messages-là. Est-ce que c'était volontaire de cette façon-là, où il a réussi à déchiffrer? En tout cas, on pourra lui en reparler. Mais tout ça pour dire, hein, là, ça va être au temple de la renommée Juste pour rire, puis c'est dans le cadre du festival, donc on va lui parler. Beaucoup de choses aussi, hein, on va parler d'intelligence artificielle. Moi, ça me fait capoter cette affaire-là, Rémi. Ah, mais en tout cas. L'IA en général? Non, pas l'IA. Non, pas l'IA. C'est parce que, je sais pas ce que vous en pensez. C'est là pour rester, là. Tu sais, parce que la question, c'était... est-ce que vous avez peur de vieillir? OK? Parce que moi, quand j'ai vu ça au début, je me disais, OK, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Puis là, on voit qu'il y a de la technologie de plus en plus qui est développée pour les personnes âgées, pour les personnes aussi qui souffrent, par exemple, d'Alzheimer ou de problèmes cognitifs, là, qui commencent le début de développer certains enjeux de problèmes cognitifs et de parler avec une intelligence artificielle comme si c'était quelqu'un. Ça se développe même dans nos centres pour les personnes âgées, là, finalement. Et je sais pas, il y avait comme quelque chose, je comprends pourquoi on fait ça, mais j'ai comme une tristesse quelque part parce que l'être humain devient obsolète et surtout le vrai contact humain, c'est comme si on avait abandonné cette affaire-là puis on se dit, on va faire remplacer ce contact-là par des machines. Oui, c'est un outil qui est utilisé dans certaines résidences, une 70aine au Québec, un outil qui est utilisé par les personnes âgées qui ont des problèmes cognitifs. Ils peuvent décrocher un téléphone, puis là, c'est un robot conversationnel qui engage la conversation, qui précise qu'il est une IA. Mais tu sais, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on commence avec des affaires de même, puis qu'on nous dit, non, mais c'est... Tu sais, t'es-tu contre ça? Je suis pas contre ça, mais je suis comme contre ce que ça pourrait devenir. C'est-à-dire, je suis contre la deuxième version qui
qui tout indique qu'elle s'en vient, en fait. Oui, mais c'est surtout, je trouve que ça nous met en pleine face, en fait, nos lacunes, puis ce qu'on a abandonné. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on parle de la solitude, puis qu'il y a des personnes âgées, beaucoup de gens qui vivent dans les CHSLD, puis t'as pas de famille, ou t'as de la famille, mais tu sais, les gens sont occupés, ils travaillent, ils ont leurs enfants, tout ça, ça devient... Mais c'est... collectivement, qu'est-ce qu'on a perdu. Puis avant, c'était peut-être un contact avec des travailleuses sociales, avec des infirmières, avec du personnel qui était là, puis on jasait. Je te dis pas qu'il n'y a plus ça, mais si on met ça pour les machines de plus en plus, c'est que ça nous dit quelque chose de ce qu'on a perdu, puis on s'est pas battu pour ces choses-là aussi. Donc ça me fait un peu peur. Puis en même temps, j'ai l'impression que maintenant, ça va être... Tu sais, c'est même pas de la science-fiction. Tu te dis... Dans quelques années, on va probablement avoir des relations avec des robots conversationnels. Ça se voit, hein? Il y avait des reportages. Moi, j'avais vu ça en Europe. Là, je sais qu'on en parle un peu plus ici, mais en Chine, des gens qui sont en amour avec l'intelligence artificielle, une espèce d'avatar, puis ont une relation amoureuse avec leur avatar, puis ils trouvent ça plus simple d'avoir une relation émotionnel, relationnel avec une machine, finalement, qu'ils ont personnifiée. Tu sais, ils l'ont comme humanisé, mais ça reste une machine. Et c'est rendu illégal. C'est-à-dire que... C'est parce que nous, on n'est pas rendus... au stade où c'est légal. Où c'est légal. Et il y a des gens qui s'y sont rendus et ont rendu ça illégal. Donc, on est comme 2 étapes en arrière. Tu sais, si on s'en va tous dans la même direction, et j'ose croire que c'est un peu ça, là. C'est-à-dire, je suis pas sûr qu'il y a des pays qui vont décider d'aller dans un autre sens complet. C'est juste qu'il y a des rythmes et on va juste moins vite que les Chinois ne sont allés. Et eux autres, ils ont décidé que c'était terminé. Là. Ça a passé cette semaine, cette loi-là. Il y a des gens qui étaient en amour avec des robots conversationnels, comme dans le fameux film Her, là, avec Joaquin Phoenix, et qui trouvaient ça vraiment comme triste, là, qui ont dû abandonner. Ils partageaient sur les réseaux sociaux des captures d'écran des conversations qu'ils avaient avec leur agent conversationnel où on annonçait de part et d'autre que c'était terminé. Wow! Ça, c'est pour plus tard, par contre. Là, on va parler d'une affaire. Tu t'es demandé, il y a une minute, qu'est-ce qui nous rassemblait encore? Oui. Parce qu'on reçoit Claude Meunier tantôt pour parler de la petite vie. Bien, c'est une drôle de question dans la mesure où on est quand même assez consensuel au Québec. Ah oui. Bien, en fait, je pense pas qu'on est consensuel, mais on est faussement consensuel. Moi, j'ai souvent dit ça. C'est-à-dire qu'il y a comme une obligation d'un certain consensus dans le discours public. Sinon, ben tout de suite, tu es suspect. Tout de suite, tu peux être considéré comme un paria. Tout de suite, on peut t'accoler une étiquette assez négative. Donc oui, c'est une société consensuelle au sens qu'on force le consensus, mais j'ai pas l'impression que ça représente nécessairement... je parle des décisions politiques ou le discours médiatique. Je ne suis pas convaincue que ça représente complètement ce que pensent les gens à la maison, les citoyens globalement. Mais c'est ça. Donc, consensuel. Mais on a quand même des chiffres. Là. On a un sondage Pallas, par exemple, où on demande aux gens de se dire à gauche, à droite, centre-gauche, centre-droite, de se classer. Puis tu as quand même 30% des gens qui disent on est au centre. Pas centre-gauche, centre-droit, là. Au centre. Fait que là, il reste le centre-gauche, le centre-droit, la droite et la gauche. Il reste finalement 70% seulement de points en pourcentage pour se partager 4 positions. Mais t'as dit se disent. Ben oui, mais c'est et comment tu le dis publiquement? Il y a beaucoup de sujets, excuse-moi, mais il y a des sujets, exemple, si tu penses à la question migratoire, par exemple, sur l'immigration, sur la question des enjeux, sur des sujets, notamment sur la laïcité, si tu prends sur les questions religieuses, j'ai l'impression qu'on n'ose pas trop dire des choses publiquement. T'sais, même dans le discours médiatique, c'est très policé, très... on marche un peu sur des œufs parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. T'sais, c'est comme une société un peu comme ça. Mais quand tu réponds au téléphone à un sondeur, là, t'as pas besoin d'avoir peur ou pas. Là. C'est toi qui décides de dire si t'es à gauche ou à droite. Moi, si on m'appelle puis on me dit on conserve votre anonymat, je vais dire la vérité. Les gens, quand ils ont l'occasion de dire la vérité, à 30%, ils disent on est au centre. Donc, ils s'en disent long sur notre rapport au consensus au Québec. Non, moi, je ne le vois pas de même parce qu'il n'y a personne qui va se dire d'extrême droite. Mais si tu peux dire de droite? Non, c'est même pas ça. C'est pas par rapport à des étiquettes. Mais si je te dis, mettons, oui, il faudrait qu'on régule davantage la question migratoire dans un certain discours public. Si tu parles d'immigration massive, tu es d'extrême droite. Mais peut-être la personne qui va dire, non, moi, je suis contre l'immigration massive, pas contre les immigrants, là, on s'entend, mais contre la régulation des flux migratoires qui se fait de façon anarchique. La personne va peut-être dire, non, moi, je suis de centre.
Donc, entre la perception de toi, tu te dis au centre, mais tu as peut-être des positions qui seraient considérées dans le discours public comme étant à l'extrême droite. Fait que toi, OK, on n'est pas d'accord là-dessus. Écoute, moi, je t'ai sorti une dizaine d'expressions québécoises qui vraiment en disent long sur notre rapport au consensus. Alors, vas-y, là, j'y vais. Tigidou, on est sur la même longueur d'onde, on va s'arranger, on va faire un bout de chemin ensemble. Vas-y, mollo, faut pas exagérer. Vive et laissez vivre. Il y a moyen de moyenner. Rejoins-moi à Sainte-Marthe et je pars de la Chenée. Ça, c'est moi qui ai inventé ça, par contre. C'est pas très, très connu. Non, ça l'est connu, l'entends souvent. Fais-toi-en pas avec ça. Tous les goûts sont dans la nature. Oui. Ça, c'est très québécois, ça. Oui. T'as une discussion avec quelqu'un, puis là, le ton lève un petit peu. Il y a toujours moyen de moyenner. C'est vrai. Vive et laissez vivre. Ouais. Là, c'est comme une façon de dire c'est terminé, la conversation. Non, mais oui. Pas de débat, surtout. Oui, mais non, t'as raison sur ces affaires-là, mais je le vois pas de même. C'est pas la même chose. On n'aime pas la chicane, donc on est prêt à se faire piler ses pieds pour ne pas faire de chicane. C'est pas la même affaire. Mais on arrive à la même destination, on est d'accord? Ça dépend. Mandana Javard est avec nous. Bonjour. On parle de ça parce qu'elle a publié un texte sur le site de Libre Média. On va se demander avec nous, tous ensemble, là, puis 187 Cube Radio, écrivez-nous, en ce cas, on est consensuel au Québec. Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça implique? Bonjour, Mandana Javard. Bonjour, Rémi. Bonjour, Karine. Bonjour. C'est intéressant, votre point de vue, parce que vous êtes issu de l'immigration. Exact. Donc, quand vous êtes arrivé ici, vous aviez tout un bagage. Qu'est-ce que vous avez remarqué sur les Québécois et dans leur rapport au consensus? En fait, c'est quelque chose qui est vraiment frappant. Au moins pour moi qui viens de l'Iran, une société, les gens, malheureusement, des fois, depuis hier, je parle au monde, puis il y a quelqu'un qui m'a dit, d'ailleurs un ami historien qui m'a dit, mais parce que les gens peut-être ici, ils ont moins d'éducation, moins de mots, ils ne veulent pas rentrer en débat, et je ne suis pas d'accord, parce que dans la société iranienne, si on prend les jeunes de moins de 40 ans, au moins 80%, ils ont au moins une bac universitaire. Et un débat, c'est impossible chez les Iraniens, même aujourd'hui. C'est pas la question d'avoir des mots, c'est pas la question de l'éducation universitaire. C'est une culture démocratique. À quel point on est capable d'en prendre des critiques, de ne pas le prendre personnel, d'avoir la pensée critique dans le sens décortiquer le point de vue, puis aussi de ne pas avoir un orgueil démesuré pour dire que c'est vrai, t'as raison, peut-être que je vais me déplacer du point de vue. Donc, j'invite les Québécois à ne pas vraiment prendre pour acquis que, non, parce qu'on n'a pas beaucoup d'études universitaires ou des mots, ça n'a rien à voir vraiment. Mais quand je compare la société québécoise avec une société iranienne, par exemple, je vois aussi des côtés très positif à ce consensus-là que j'ai mentionné dans mon texte, qui est catholique, héritage, parce que, justement, dans certains points, on est capable de se mettre ensemble. Moi, je dis toujours, en Iran, on est 90 millions, ça prend au moins 90 millions de partis politiques, parce qu'il n'y a aucun de personnes qui va se mettre ensemble. Donc, c'est pas tout négatif, mais ce qui est frappant pour moi, c'est que depuis la Révolution tranquille, les gens, ils vont plus à la messe. Donc, l'éducation morale du catholicisme qui invite au consensus et aussi au silence devant l'autorité n'est pas supposé d'être transmis, n'est pas supposé d'être renforcé, n'est pas supposé d'être toujours appliqué au niveau de notre culture collective au Québec. Mais pourquoi c'est le cas? Regardez les médias. Alors, l'outil a été déjà enraciné par l'héritage catholique et il y a des politiciens, entre autres, des médias qu'on sait qu'on n'est pas, surtout des médias un peu plus gros, qui sont financés publiquement et qui ne sont pas nécessairement détachés des partis politiques, qui vont aller récupérer cet outil collectif et qui vont instrumentaliser afin de faire avancer leur propre agenda. C'est quoi, on est comme des moutons? C'est un peu ça? On est des moutons? Je dirais pas. C'est pour ça que j'ai commencé à dire que consensus a des côtés quand même positifs parce que ça rend la démocratie possible. Mais je trouve que quand même, si on laisse trop ce consensus-là, surtout par le silence,
Parce que quand je parle du consensus, les gens, ils ont des différents points de vue, mais c'est le silence qui domine. Ça, je trouve ça intéressant, cet aspect-là, parce que c'est un peu, quand on parlait de notre introduction, puis disait la société de consensus, moi, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre ce que les gens ressentent, pensent, et ce qu'ils peuvent, ou ce qu'ils sentent, qu'ils peuvent exprimer. C'est ça. Exact. Donc, d'où la nuance que je fais sur ça. Mais d'où viendrait, parce que là, vous avez mentionné, tu sais, oui, ce côté, le côté de l'histoire, puis que les Québécois seraient comme dans cet univers consensuel en raison de l'histoire, mais y avait-tu des vertus quand même collectivement à avoir? Mais justement, c'est ça que, parce qu'avant, la vertu, ça venait du côté moral de l'Église. Donc, au niveau moralité, l'Église était comme une police de morale. Alors, on pensait que je suis ou une bonne catholique. Mais aujourd'hui, cette moralité-là a été récupérée par les médias ainsi que par le discours politique, ainsi que par le journalisme. Qui dit le journalisme dit aussi que le consensus et le journalisme, ils peuvent pas être tant compatibles ensemble. Mais on voit ça au Canada, au large, qu'il y a une consensus journalistique sur les sujet politique. Alors, comme quoi, mettons? Une sorte de biais, en fait, un biais qui irait un peu toujours dans le même sens? Mais je dirais, par exemple, un exemple, c'est que Trump est un méchant. Alors, on n'a pas des journalistes, mais je dirais que M. Stéphane Bureau, c'est un peu différent parce qu'il ramène quand même certains éléments, mais on n'a pas des journalistes qui vont ramener d'autres facettes de ça. Alors, il y a un consensus médiatique que nous, par exemple, M. Mark Carney est providentiel, qui est messianique, et que Trump est diabolique. Mais ça, c'est... Alors, vous voyez, donc, cette sacralisation d'un récit consensuel récupéré au niveau de la moralité, mais récupéré cette fois-ci par les médias, par la politique. Et le pire, c'est que ça a été institutionnalisé par la Charte des valeurs, canadiens, par la Charte canadienne des droits. Exact. Qui va aller au niveau juridique punir les gens, les citoyens ou les journalistes qui ne vont pas se plier à ce consensus moral. Il y a quand même quelque chose, là, parce qu'on peut parler des médias. Moi, je le fais souvent, je critique les médias, mais on parle de la moitié du problème là, en ce moment, si on parle des médias, parce que ça prend des gens qui sont capables de se faire... Et là, c'est là qu'on revient à la question de l'éducation. À la question d'éducation, parce que si vous me dites, en ce moment, les médias parlent de Trump d'une façon et les gens acceptent cette version-là, la moitié du problème, c'est les gens qui l'acceptent. Exact, alors, la question d'éducation est centrale. Exact, parce que l'outil est là, l'héritage est là, mais l'affaire, c'est que les gens, ils ne vont plus à l'Église. Donc, cette transmission de cette éducation à nos enfants, ça se fait par quoi? Ça se fait par nos écoles. Oui, mais normalement. Et ça se fait par nos enseignants, ça se fait par notre système et aussi par les médias. Moi, je suis une maman qui regarde les chaînes de télé sur les événements internationaux. Et je me souviens très bien, l'année passée, mon fils avait 5 ans. On est seul, donc moi, je pars pas à personne par rapport à Trump. Mais à un moment donné, à la nouvelle, mon fils retourne et me dit, « Maman, Trump est très méchant, hein? » Alors, c'est un enfant de 5 ans qui écoute juste les nouvelles, puis qui avait pas... Alors, il arrive à la conclusion que Trump est très méchant. Donc, et ça ajoute à l'outil qui est déjà au niveau culturel, anthropologique, social, est déjà présent, enraciné chez les Québécois par leur éducation catholique, consensuelle. Oui, mais en même temps, j'entends, parce que ça, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises là, sur la notion, l'Église, le côté culturel, ce côté-là. Je rappelle, on est avec Mandava Javan qui a écrit un texte dans Libre Média, en fait, sur les Québécois, sur ce consensus étouffant. Est-ce qu'au Québec, finalement, on est trop consensuel? Est-ce qu'on se sent, finalement, il y a juste comme une façon de voir les choses sur plusieurs sujets, mais je veux juste mentionner parce que
est-ce que c'est pas finalement un a priori progressiste? C'est-à-dire que le Canada, il y a ça depuis plusieurs décennies. On est dans une idéologie davantage progressiste. Donc, le message, c'est là-dessus. Parce que moi, je vis en France une bonne partie de l'année et c'est vrai, sur la couverture de Trump, des fois, je regarde ce qui se passe ici. Évidemment, c'est nos voisins du Sud. Hein. Les États-Unis, on est plus affectés à la guerre commerciale. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on se passe tout le mot. Puis oui, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à Donald Trump, mais je trouve qu'il y a comme une espèce de lunette. Les angles morts ne sont jamais exposés véritablement. On a plutôt l'impression qu'il y a une forme de militantisme permanent pour nous rappeler à quel point. Puis comme je te dis, c'est pas pour aimer ou aduler Trump, mais c'est juste d'expliquer ce qui se passe aux États-Unis. Ça, vous avez raison. Mais bref, tout ça pour dire, c'est pas le préjugé progressiste qui fait ça? Je trouve que peut-être c'est un des éléments très importants, mais il y a plusieurs facteurs. C'est si les préjugés progressistes qui découlent tous du marxisme et ses dérivés sont si forts chez les Québécois parce que ça a été des idéologies, des approches qui a libéré les Québécois. Alors, moi, ça, comme un outsider, c'est quelque chose aussi qui me frappe parce que, justement, les Iraniens, ils n'ont jamais eu le problème des Québécois. Dès que le marxisme est arrivé en Iran, ça a été juste le malheur, la misère, toutes les conséquences, ça a été très, très négatif. Fait que la gauche, ou ce qu'on appelle ici le progressisme, pour nous, c'est le passéisme. Parce que c'est un retour, dans certains sens, au tribalisme. Multiculturalisme, comme mon ami David Rand l'a appelé, c'est multitribalisme. Donc, si aller vers multiculturalisme, c'est un genre du progrès, moi, je ne le partage pas. Mais je peux comprendre, au niveau idéologique, on l'appelle progressiste. Pourquoi? Parce que ces idéologies ont libéré la femme, ont libéré les travailleurs. Donc, on est resté attaché à ces valeurs-là. Très, et très on leur fait attaché. encore confiance aujourd'hui. Exact. Et il y a des gens qui le savent. Puis et qui en la profitent. pensée critique n'est pas là. Ouais. C'est un amour, c'est un attachement inconditionnel. Puis moi, je le vois comme on a remplacé, parce que la laïcisation du Québec a été institutionnelle, a été imposée de haut en bas, fait que ça n'a pas été un processus lent puis organique. Donc, on a remplacé tout de suite la religion du catholicisme par ce qu'on appelle le progressisme. Et on fait quoi? Parce que là, je veux dire, moi, il y a un truc que je remarque au Québec, particulièrement, dès qu'on a une discussion avec quelqu'un et qu'on n'est pas d'accord avec cette personne-là, c'est assez fréquent que l'une des deux personnes, et c'est moi des fois en passant, là, on se braque, on a l'impression que c'est de la chicane, on est rendu à se chicaner. Mais on est en train d'avoir un débat, on est en train d'avoir une conversation. C'est pas personnel, il y a personne qui va sortir de là blessé, pas besoin d'acheter des plasters, tout va être correct. Est-ce que ça se règle, cette affaire-là? Ce serait déjà une bonne partie du problème qui serait réglée. Absolument, puis j'y crois là-dedans absolument aux jeunes, à la jeunesse. C'est la seule... J'en ai vu dans les familles québécoises, justement, depuis plusieurs années, que ce sont les jeunes que quand il y a des dîners, parce qu'on sait que les baby boomers, puis ils n'aiment pas de chicken dans ma cabane, c'était des choses que, moi, au début, parce que en Iran, on est pire que les Français, là. Nous, c'est la politique, puis c'est des débats, fait que c'est tout... Puis, fait que avec mes amis québécois, je pensais ça fonctionne de la même manière. Mais maintenant, depuis quelques années, je vois des jeunes Québécois, des garçons, des filles qui vont dire « Non, on veut en parler. Non, c'est pas des chicanes. » Fait que il faut vraiment faire confiance à la jeunesse. Puis, je suis certain qu'on va changer cette culture. Mais il faut aussi rester critique face aux médias. Puis, consensus journalistique, c'est un ennemi à la démocratie parce qu'on va perdre notre démocratie si le journalisme continue à avoir cette approche consensuelle, surtout par le silence. Ouais, ils ont de la pression, les jeunes. Là. Ça leur fait beaucoup grosse. Eux autres, ils veulent peut-être juste s'amuser. Puis là, on leur dit, c'est vous qui avez le sort du Québec entre les mains. Merci beaucoup, Mme Jonavon. Très Merci. Bye bye.